Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de notre balado, l'interconnexion notariale bonus, pour mettre en valeur notre partenaire Stewart Title, qui a été partenaire principal de notre dernier congrès PME. Donc, rebonjour Geoffroy. Bonjour mon cher Tommy. Ça me fait plaisir de te revoir pour un autre moment ensemble, puis Absolument. discuter un petit peu de ce qui est un peu plus démystifier un petit peu l'assurance titre. Absolument, Tommy, ça va me faire plaisir de faire un petit historique de l'assurance titre. Donc, l'assurance titre est arrivée au Québec en 2001. C'est Maître Julie Lévesque qui a démarré le bureau du Québec. À ce moment-là, l'assurance titre, c'est surtout un outil de travail utilisé lorsqu'on rencontrait une problématique, tant au niveau du certificat de localisation, au niveau de l'examen des titres. En tant que notaire, on faisait le travail, on voyait une problématique et on pensait à l'assurance titre pour soit éviter la transaction, soit comme étant la seule solution pour couvrir un certain risque. Avec le temps, les intervenants de la chaîne immobilière, tant les notaires, les prêteurs, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, ont commencé à avoir une plus-value à l'assurance titre et ont commencé à en parler aux acheteurs. Donc, tranquillement, pas vite, on remarque que beaucoup de clients vont suggérer ou parler du produit comme étant un outil qui s'offre aux acheteurs sans nécessairement voir une problématique à la transaction. Alors, de plus en plus, on voit des notaires qui vont utiliser le produit dans beaucoup de leurs dossiers. On voit aussi des notaires qui vont tout simplement laisser le choix d'obtenir une assurance titre aux acheteurs. Ils vont être là pour en parler, rediriger les acheteurs vers notre site web, expliquer en gros en quoi ça consiste et laisser la décision finale d'obtenir une police d'assurance titre aux acheteurs, sachant que ça couvre beaucoup de choses et c'est pas tellement dispendieux par rapport au nombre de couvertures qu'on émet dans un dossier. Fait que sachant qu'aujourd'hui, ça peut servir justement pas juste à régulariser certains problèmes, ou en tout cas pas le régulariser, mais couvrir un risque qui est soulevé vers des notaires pour des problèmes spécifiques. C'est quoi les grandes couvertures des polices d'assurance titre? C'est quoi la valeur ajoutée des assurances titres aujourd'hui? Parfait. Dans le fond, ce qui est intéressant avec l'assurance titre, c'est que souvent, on va la soulever pour un problème X, mais dans chaque dossier, on émet toujours trois grandes couvertures de risque. La première, c'est les titres de propriété, bien entendu. L'assurance titre, le mot le dit, on couvre les titres de propriété. Le certificat de localisation. Et le troisième, c'est la fraude immobilière. Donc, peu importe la raison pourquoi on veut l'obtenir, ces trois grandes catégories de risques-là sont toujours émis dans la police générale. Donc, les gens sont couverts pour ces trois grandes catégories de risques-là. Au niveau des titres, ce qu'on va voir souvent, c'est, exemple, un héritier oublié, quelqu'un qui a encore un droit dans l'immeuble, des documents qui sont problématiques au niveau de la forme, une intervention manquante. Au niveau du certificat de localisation, ça va être des problèmes qui sont connus, par exemple la non-conformité, de l'empiètement, des vues illégales, peu importe, la liste est très longue, mais également des situations inconnues. Donc, on n'a pas de certificat de localisation à jour, il y a des structures qui ont été ajoutées, on ne le sait pas, personne ne s'est penché sur la conformité de ces structures-là. C'est exactement ce qu'on peut prendre comme risque pour le client. La troisième grande couverture, c'est la fraude. Ça, c'est un sujet quand même assez d'actualité. Au début de ma pratique en assurance titre, il y a 12 ans de ça maintenant, la fraude était beaucoup moins présente. On en parlait, peu de notaires avaient vécu une fraude. C'était un sujet qui était plutôt moins connu. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, les fraudeurs sont présents. Les pièces d'identité sont facilement falsifiables. C'est très facile pour un fraudeur d'obtenir une pièce d'identité sur le dark web, si on veut. Puis surtout, la qualité de production des pièces d'identité, c'est incroyable. Donc, un notaire qui reçoit un client dans son bureau à vue, c'est très difficile de déceler une fausse pièce d'identité. Alors, la fraude est quand même maintenant une couverture très intéressante. C'est surtout les immeubles libres d'hypothèque qui sont plus attaqués. Beaucoup de gens qui achètent un immeuble sans financement vont demander une assurance titre parce que ça reste pas mal la seule couverture possible. Puis, on peut garder aussi en tête qu'il y a une police qui existe, qui est la police propriétaire existant, qui vient principalement couvrir ce risque-là. Par rapport à la fraude, étant donné que c'est un sujet beaucoup d'actualité, Stewart a fait l'acquisition récemment d'un nouveau logiciel qui s'appelle Treefort, qui est un logiciel qui vient donner un outil pour la vérification des pièces d'identité, plutôt la vérification de l'identité du client. Donc, ça permet de valider qu'on a vraiment les personnes devant nous qui prétendent être. Donc, il y a aussi un volet à ce logiciel-là qui permet de stabiliser ou plutôt de contrer la criminalité, mais aussi le blanchiment d'argent. Donc, c'est un logiciel extrêmement complet
qui vient analyser plus de 1750 points d'intérêt dans le processus de vérification d'identité, tant au niveau des pièces, de la photo du client et ainsi le compte bancaire également. Fait qu'on a vraiment mis ça de l'avant pour les notaires. Il y a même un rabais qui va être accordé prochainement pour l'utilisation du logiciel Treefort dans le cadre de l'obtention d'une police d'assurance titre. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a mis de l'avant pour permettre aux différents intervenants, tant les notaires, les prêteurs et les autres personnes qui travaillent au niveau de la chaîne immobilière pour limiter les risques au niveau de la validité de l'identité des parties. Donc, oui, si je rassurais un petit peu sur le logiciel, c'est pour que les notaires sachent un petit peu plus, puisque on l'a utilisé au bureau puis on l'a testé. Ouais. Dans le fond, c'est un logiciel qui permet ultimement de vérifier l'identité des gens qui se présentent dans nos bureaux à partir de leur pièce d'identité puis de certains autres documents puis de photos que ces gens-là doivent prendre sur une application. Exactement. Puis ultimement, ça devient pas certifié parce que je pense que c'est jamais à l'épreuve à 100%, mais il y a une vérification qui est faite beaucoup plus grande que juste un notaire qui a pris les pièces d'identité, qui a regardé la personne puis s'est dit « Ah oui, c'est la même personne ». Exactement. C'est vraiment complet. Ça permet vraiment de valider que la pièce d'identité est pas frauduleuse, que la personne qui présente cette pièce d'identité-là, ça fait une corroboration avec la photo et son profil à lui qui va prendre un selfie. Ouais. Et ensuite, il y a une possibilité de faire un test complet qui vient analyser également certaines données bancaires pour régulariser et permettre de confirmer qu'on n'est pas en présence de quelqu'un qui tenterait de faire du blanchiment d'argent. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet sur le marché. C'est un logiciel qui est super performant, qui est supporté par des partenaires vraiment solides et également, c'est un logiciel qui est approuvé par la Fédération des ordres professionnels des juristes du Canada. Donc, c'est vraiment là... Puis pour l'avoir essayé aussi, vous donner une formation, si c'est un notaire veut savoir comment Absolument. Ça marche, comment j'ai intégré ça dans mon étude, comment je le fais fonctionner. Absolument. Il y a un support chez, je vais appeler ça Stewart, Treefort ensemble, Absolument. qui est là pour permettre aux notaires d'implanter cette nouvelle solution-là dans leur bureau. Absolument. Tout notaire qui aurait des questions par rapport à ça peuvent communiquer avec nous, avec Stewart. On peut faire le pont avec Treefort. On a des formations qui sont également disponibles. C'est vraiment super facile à utiliser. Puis voilà. Parfait. Geoffroy, dans les autres petites subtilités, je pense que dans une police d'assurance, il y a d'autres couvertures qui existent. Tu nous as fait les 3 grandes, mais je pense qu'il y a d'autres petites couvertures qui existent. Oui, absolument. Souvent, on oublie ces couvertures-là. Puis souvent, c'est ces couvertures-là qui vont générer des réclamations. Donc, première chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on couvre ce qui peut affecter le titre de propriété. Donc, indirectement, on a une couverture pour les recherches de taxes municipales, scolaires, les frais de condo, les cotisations spéciales. Donc, toute somme qui pourraient être dues à ce niveau-là au moment de la transaction qui ne vous ont pas été déclarées dans vos vérifications, dans vos certificats de taxes. La compagnie de gestion qui vous remplit votre formulaire condo fait une erreur, se trompe d'unité, mentionne pas qu'il y avait une cotisation votée qui était due au moment de la transaction. Donc, les notaires n'ont pas pu faire des retenues, n'ont pas pu payer ces sommes-là. L'acheteur pourra en devenir responsable, bien entendu, si le vendeur collabore pas, étant donné que c'est des sommes rattachées à l'immeuble. Ça, c'est des couvertures qui sont présentes dans la police générale. Fait que l'acheteur qui subirait un préjudice par rapport à ça, qui serait en présence d'un vendeur qui a quitté le pays, qui veut juste pas collaborer, qui a des problèmes financiers, ben, pourrait réclamer cette somme-là pour qu'on puisse désintéresser cette charge-là qui affecte l'immeuble. Okay. Donc, voilà pour les taxes. Ensuite, on a nos avenants. Donc, à chaque police d'assurance titre, on émet des avenants qui sont automatiques et, pour la plupart, gratuits, bien entendu, surtout au résidentiel. Alors, ce qui est intéressant, on va avoir l'avenant condo, par exemple. Donc, quand le notaire fait une demande d'assurance titre et qui mentionne qu'il transige sur un condo, on va émettre l'avenant condo qui vient donner une couverture pour de l'empiètement de parties privatives sur parties communes, reprendre un peu la couverture au niveau des cotisations qui pourraient être dues, des frais de condo qui pourraient être dus. Même chose pour les multilogements. Donc, si jamais on voit que vous êtes en transaction sur un duplex, un triplex, on va émettre une couverture également pour la non-conformité au niveau du nombre de logements. Ça aussi, c'est très intéressant. On va avoir également un avenant qui s'appelle l'avenant Protection Plus, qui a été mis de l'avant fin 2020, début 2021. Donc, tous les dossiers qui ont été faits au résidentiel avec nous, chez Stewart, vous allez avoir l'avenant Protection Plus, qui est un avenant pour erreur et omission du notaire. Donc, si l'acheteur subit un préjudice dû à une erreur que vous avez commise dans le dossier, ben ça pourrait vous permettre d'éviter une réclamation au niveau de votre assurance responsabilité. Donc ça, c'est super intéressant. C'est beaucoup plus rapide, bien entendu, moins contraignant, beaucoup moins stressant. On n'a pas à vivre
la lourdeur des tribunaux. On reste en bon terme avec nos clients. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est émis automatiquement. Donc, on sent que l'assurance titre procure une tranquillité d'esprit, tant pour les acheteurs, tant pour les assurés que pour les juristes qui l'utilisent dans leur dossier. Puis on entend souvent il y a plein de fausses croyances, je pense, un peu dans le milieu. Il y a des choses à démystifier un petit peu avec l'assurance titre, puis surtout par le fait que, je pense initialement, c'est arrivé juste pour régler des problèmes. Il y a une place qui a été prise. Il y a une place dans le marché qui s'est ouverte pour l'assurance titre qui était pas juste pour régler des problèmes, puis tu viens de nous en parler. Fait y a-tu des fausses croyances encore que toi t'entends, parce que souvent on doit t'interpeller en disant hey, l'assurance titre c'est ça, puis finalement les notaires, il y a des choses qu'ils n'ont pas compris depuis l'évolution, puis peut-être que tu pourrais régulariser aujourd'hui. Oui, absolument. Souvent, ce qu'on entend, c'est que peut-être un petit peu moins des notaires, mais dans le marché de l'immobilier, là, à travers les autres intervenants, souvent on a tendance à penser que c'est le vendeur qui est assuré. C'est vraiment l'acheteur qui va pouvoir obtenir une police, le prêteur ou les deux. Donc, nos assurés, en gros, c'est les acheteurs et les prêteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a une police d'assurance titre qui est obtenue pour un de ces deux intervenants-là, rajouter une deuxième police, c'est très peu coûteux. Alors, il y a beaucoup de notaires qui se posent même pas la question. Quand il y a une police d'assurance titre en acquisition, ils vont prendre une police d'assurance titre pour les deux, étant donné qu'on parle de frais minimes pour ajouter les acheteurs ou le prêteur, peu importe la situation. Mais c'est également le cas aussi au niveau du commercial. Souvent, les polices au niveau du commercial sont un peu plus élevées. Ben, rajouter l'acheteur, souvent, on va plutôt viser aussi les prêteurs commerciaux là, dans les grosses transactions. Mais rajouter l'acheteur, la compagnie qui achète, c'est très intéressant, c'est peu coûteux et ça permet de stabiliser un peu les coûts d'acquisition. Les mathématiques dans les transactions immobilières commerciales sont plus difficiles maintenant. C'est plus des deals qu'on fait sur des napkins sur le coin d'une table. Donc, l'assurance titre peut permettre de diminuer les coûts en cas de surprise. Si jamais on a à relocaliser une escalier extérieur, démolir un agrandissement parce qu'il est non conforme, au niveau des bâtisses commerciales, ça peut être très coûteux et l'assurance titre peut quand même être bénéfique par rapport à ça. Donc, première croyance, c'est vraiment les acheteurs, les prêteurs qui sont assurés et garder en tête que rajouter une police pour une des deux parties, c'est très peu coûteux. L'autre chose, c'est que souvent, on a souvent la question des notaires, c'est quoi qui arrive quand c'est une compagnie qui achète un immeuble? C'est une police commerciale? Je me fais souvent poser cette question-là. C'est normal, on a tendance à penser, étant donné que c'est une compagnie incorporée qui achète l'immeuble, ça semble être du commercial. Mais non, c'est vraiment l'immeuble qui vient déterminer si on est en police résidentielle ou en police commerciale. Un petit rappel, tout ce qui est 6 logements et moins, bien entendu, on tombe dans le résidentiel. Donc, c'est vraiment du 7 et plus qui va générer une police commerciale. En bas de 7, donc 6 et moins, on reste dans le résidentiel. Un unifamilial, bien entendu, c'est résidentiel. Et ce, même si c'est une compagnie incorporée qui achète, par exemple, un chalet pour faire du Airbnb, ça va demeurer une police résidentielle. C'est la vocation de ton immeuble. Exactement, c'est vraiment ça. C'est 6, c'est moins qui est la règle pour le multilogement. Exactement. Où il faut faire un petit peu plus attention, c'est quand on est en usage mixte. Donc, si on a, par exemple, un usage qui est commercial moindre que le résidentiel, souvent, on va avoir une tendance à penser que c'est peut-être plus une police résidentielle. J'ai 70% de logements au-dessus d'un pignon sur rue qui est à 30% commercial. Ouais. Dès qu'on est en usage mixte, on tombe dans le commercial. Okay. Ça aussi, il faut le garder en tête. L'autre chose qu'on me demande souvent, c'est des transactions urgentes. On reçoit un certificat de localisation, on a 50 problèmes. Souvent, j'ai un notaire qui m'appelle en panique, bien entendu, parce que ça c'est dernière minute, et là, on a 50 problèmes. Et la dernière question, quand on discute, puis qu'on dit, ça devrait être assurable, même s'il y en a beaucoup, c'est toutes des choses qu'on pourrait normalement couvrir dans un dossier. Combien ça va me coûter? Geoffroy, on dirait que j'ai l'impression que ça va coûter vraiment plus cher que d'habitude, étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est le même prix. C'est pas le nombre de problèmes qui va faire varier la prime, mais plutôt le montant de la transaction. Ça reste toujours le même concept, peu importe le nombre de problématiques. L'autre chose qu'on me demande souvent, de moins en moins, mais chez la part des notaires un petit peu plus seniors, ils ont quand même le réflexe de dire, quand je prends une police d'assurance titre, je peux pas corriger le problème. Ça, c'est vraiment une fausse croyance qui vient souvent de la communauté notariale. Je vous confirme que c'est pas le cas. Ça dépend vraiment de la structure, ça dépend toujours du problème, mais dans beaucoup de situations, on va permettre d'assurer le dossier et d'aller chercher une dérogation mineure, de corriger le titre quand on a un problème au niveau des titres. Gardez-le en tête, c'est toujours du cas par cas, mais sachez que c'est possible de corriger même quand on prend une assurance titre. Ça peut être intéressant aussi
d'aller de l'avant. Puis c'est pas nécessairement juste un plaster. Quand on est dans une transaction avec une structure qui est construite sans permis et qui est dérogatoire, souvent, on a premièrement des gens qui me disent qu'on ne peut pas l'assurer. Je vous rassure en disant non, ça aussi c'est une fausse croyance. C'est pas parce qu'il n'y a pas de permis qu'on ne peut pas l'assurer. On va toujours regarder nos critères de souscription, mais souvent, on va quand même pouvoir permettre d'assurer une problématique qui est créée ou construite sans permis de construction. C'est sûr qu'à ce moment-là, on risque de limiter vraiment les tentatives de correction, mais on peut quand même les assurer. Oui. C'est pas un problème par rapport à ça. J'imagine que tu sais, le fait de décider, parce que c'est du cas par cas, Ouais. c'est souscripteur qui pourrait dicter au notaire, dans tel cas de figure, on accepte que vous essayez de faire des tentatives de correction ou non. Exactement. Au niveau des structures construites avec permis, c'est le souscripteur qui va décider. Règle générale, quand on a un bâtiment principal qui est problématique, souvent on va permettre les dérogations mineures. Quand c'est un bâtiment secondaire, ben là, on va vouloir savoir s'il y a un permis de construction qui a été émis ou s'il n'y en a pas. C'est un peu pour ça qu'on vous pose la question, y a-t-il un permis ou non? Quand il n'y en a pas, je dirais que général, on ne permet pas nécessairement la correction. Quand il y en a un, ça peut bien aller. Okay. Encore une fois, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment sujet à l'analyse des dossiers. Là, absolument. Ceux qui dans le fond, faut se retourner à la personne avec qui on communique chez Stewart quand il est mis à la police. C'est son indication avec notre dossier spécifique. C'est la personne qui est capable de exactement. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on prend une police d'assurance qu'on n'est pas en mesure de corriger. C'est vraiment ce que je veux démystifier aujourd'hui. Okay. D'autres fausses croyances? On a fait le tour des fausses croyances. Fausses croyances, c'est pas mal fait, je te dirais. Tu sais, on entend souvent, je pense que c'est une question que tu dois entendre, puis moi, on a toute l'imagination des fois de dire, hey, est-ce qu'il y a vraiment des réclamations en assurance titre? Est-ce que Stewart fait face à des demandes de nos clients? Absolument. Qui dit, hey, je vis une situation X, puis finalement, Stewart indemnise la perte que nos acheteurs ou nos prêteurs hypothécaires peuvent subir. Absolument. Ben oui, je te confirme qu'il y a des réclamations. On a vraiment une personne qui est expert en sinistre, qui est attirée au bureau du Québec, qui quotidiennement gère des réclamations. Son travail se limite tout simplement au département des réclamations. Donc, juste le fait d'avoir un expert en sinistre, ça démontre qu'on a des réclamations, bien entendu. Un des domaines qui est quand même assez important à ne pas perdre en tête, c'est la fraude immobilière. Donc, pour nous, tous nos polices, comme j'ai mentionné, permettent de couvrir la fraude immobilière. Le prêteur est souvent le plus à risque à ce niveau-là. Un bon exemple, c'est une transaction qui a été faite par deux parties. Donc, acheteur, vendeur, pas de courtier immobilier. Le notaire reçoit ces gens-là, identifie avec les pièces d'identité, tout a l'air conforme. Le notaire pose la question, comment c'est sûr qu'il n'y a pas de courtier immobilier dans votre transaction? Ben, le vendeur et l'acheteur se connaissent. Mentionnent qu'ils sont des personnes qui sont des amis, c'est des connaissances, donc ils n'ont pas vu le besoin d'utiliser un courtier immobilier. Ouais. Après la transaction, le notaire se rend compte que c'est une fraude immobilière. Alors, ben, là, nous, on a assuré le dossier, le prêteur est assuré. Alors, c'est des réclamations qui sont quand même coûteuses parce qu'on a remboursé complètement le prêt hypothécaire. Je pense que c'est un montant de 334 700 $ pour être précis. Donc, c'est une réclamation quand même d'envergure. C'est intéressant. Je soulève cette possibilité-là d'assurer la fraude pour les prêteurs privés. C'est très intéressant pour les prêteurs privés parce que souvent, les prêteurs privés ont une moins grosse structure qu'un prêteur institutionnel. Et bien entendu, une fraude de cette envergure-là pour un prêteur privé peut faire mal versus un prêteur institutionnel qui émet énormément de prêts. Tu sais, par exemple, Desjardins perd 335 000 d'un matin, beaucoup moins payé qu'un prêteur privé qui a un portefeuille de 500 000, 1 million, par exemple. Puis en plus, ils ont des mesures de sécurité beaucoup plus avancées qu'un prêteur privé standard qui n'a pas toute la même vérification diligente de ses emprunteurs. Exactement. Puis aussi le fait que souvent les prêteurs privés vont peut-être voir alléchant de financer des dossiers qui sont intéressants au niveau de l'équité. T'sais, on a une maison, par exemple, qui vaut 1 million. On a quelqu'un qui demande juste un crédit de 200 000. Ça peut être intéressant pour un prêteur privé. Donc, voilà. Prêteur privé, très intéressant. Cas de fraude, remboursement au complet du montant du prêt ainsi que les intérêts qui ont été encourus. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est un cas de type de réclamation. Exact. Pour de la fraude, as-tu d'autres exemples de réclamation? Oui, on a aussi les règlements municipaux qui sont souvent des cas plus matériels, si on veut, de problématiques. Donc, un cas qui est super connu, c'est un cas d'une remise. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est que souvent, quand j'ai commencé à pratiquer en assurance titre,
En fait, quand j'ai commencé à pratiquer comme notaire, Ouais. mon maître de stage me disait non, une remise, là, t'as pas besoin de suggérer l'assurance titre, ça se déplace facilement, tout est correct, on parle pas d'assurance titre, ça vaut pas la peine. Quand je suis arrivé chez Stewart et j'ai commencé à parler du produit, j'ai réalisé que, attends une minute, là, une remise, ça dépend, une petite remise en tôle là, qui se déplace en 1 heure avec une coupe de chum, peut-être pas. Mais une remise qui a l'air d'une deuxième maison, tu sais, on peut en avoir remise avec plancher chauffant, TVHD, minibar, tu sais, une remise où c'est ça, c'est une deuxième maison. Ouais. Là, ça peut commencer à être un petit peu plus compliqué à déplacer. Et bien entendu, on a subi une réclamation. Donc, remise qui empiétait dans une servitude ou qui est tout simplement non conforme par rapport aux règlements municipaux. On a dû la déplacer et le montant total de cette réclamation-là a été de 4 127 $ pour un déplacement. Une police qui a probablement coûté en bas de 500 $ pour un acheteur. Donc, c'est intéressant de peut-être commencer à penser avec l'augmentation des coûts de construction, de tous les intervenants au niveau de des entrepreneurs généraux et tout, là, ça devient de plus en plus coûteux d'effectuer des travaux par rapport à ça. Donc, attention, les remises, c'est intéressant, c'est des choses qu'on peut assurer, puis c'est de plus en plus difficile ou coûteux de les déplacer. Je comprends. L'autre chose au niveau des règlements, on a la situation du garage non conforme. Donc, on a un garage qui a été construit en 2005, par exemple, et on a obtenu un permis, tout a l'air correct. Par contre, le permis n'a pas été respecté au niveau de la hauteur. 10 ans plus tard, on a une municipalité qui s'est plainte par rapport à un voisin qui aurait probablement dénoncé cette structure-là parce que lui-même a demandé un permis avec une telle hauteur et s'est vu avoir un refus pour limiter la hauteur. Souvent, c'est comme ça que ça se passe au niveau des réclamations pour les municipalités. C'est des plaintes des voisins. Alors, nous, on a dû tout simplement démolir complètement le garage, étant donné que la hauteur était beaucoup trop haute et qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Ce qui est intéressant dans cette réclamation-là, puis souvent on l'oublie, c'est que l'assurance titre couvre les travaux pour remettre le terrain comme il se doit, enlever la structure. Mais quand on enlève une structure à valeur ajoutée, que ce soit un garage, une piscine, un agrandissement, peu importe, on ajoute également une perte de juste valeur marchande. Donc, dans ce cas-ci, l'enlèvement complet et la perte de juste valeur marchande qui était associée à cet enlèvement-là a concrétisé un montant de 35 000 $ pour cette réclamation-là. Donc, encore un client quand même content d'avoir eu l'assurance titre dans son dossier, qui n'était pas un produit connu, qui a été suggéré par son notaire à la transaction. Alors, c'est ça, c'est intéressant. Ouais, intéressant d'entendre qu'il y a des cas de réclamation, puis qu'ultimement, tu sais, qu'est-ce que ça... on voit pas l'après. Non, vous le vivez, fait que de comprendre cet après-là, puis où ça peut s'appliquer pour nos différents clients, puis ça permet aussi justement de mieux les conseiller, je pense, puis de les référer mieux vers vous là, quand on voit des opportunités ou un intérêt du client là, à chercher une couverture d'assurance titre. Ce qui m'amène aussi à parler d'un sujet, on voit que dans le marché actuellement, là, il va y avoir une grande vague de refinancement pour plusieurs raisons, dont des joueurs qui ont disparu du marché, qui va ramener plus de 200 000, là, c'est le chiffre qui est lancé actuellement là, dans nos bureaux. Absolument. Y a-t-il quelque chose dans lequel un assurance titre chez Stewart peut nous aider comme notaire dans nos bureaux à faire face à cette vague-là qui va rentrer éventuellement? Oui, tout à fait. C'est un bon point que tu amènes, Tommy. Dans le fond, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de refinancements qui vont revenir sur les tables de travail des notaires. C'était des dossiers qui étaient traités par des entités qui aujourd'hui ne le font plus. Donc, c'est le temps, je pense, de saisir cette opportunité-là. C'est quand même des beaux revenus, puis c'est du volume. Alors, nous, ce qu'on propose avec une assurance titre, c'est de permettre d'accélérer le traitement. Il y a 2 choses principales au niveau de nos lignes directrices de vérification qu'on peut alléger et qui permettent d'accélérer le traitement des dossiers. La première, c'est l'examen de titre. Donc, quand on est en refinancement, au niveau du Stewart, nous, ce qu'on exige pour les notaires, c'est un examen de titre à vue. C'est un sommaire qui est fait au niveau de l'index aux immeubles qu'on remonte jusqu'au dernier titre de propriété. Donc, c'est un simple sommaire. Celui-ci doit être effectué dans les 10 jours précédant la transaction. Donc, une fois que vous avez le sommaire, déjà là, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Ça permet également d'augmenter la profitabilité du dossier. Il y a également au niveau des taxes, certificat de taxes scolaires et municipales, qui a un avantage. Un simple affidavit ou une déclaration écrite de l'emprunteur, comme quoi ces taxes sont à jour, ça nous suffit, puis on maintient notre couverture
au niveau de ce risque-là pour le Ce prêteur. qui évite au notaire ultimement d'aller sortir ces relevés de compte taxa auprès des autorités. Fait l'assureur à titre va couvrir, dans le fond, si un jour le prêteur subit un préjudice relativement à ces taxes à payer là, ce qui limite la vérification de obligé de faire. Exact. Ça limite la vérification. Les frais, bien entendu, on parle de presque 200, même 250 $ de moins dans certaines municipalités. Ouais. C'est quand même assez élevé maintenant. Donc ça augmente la profitabilité. Encore une fois, augmente la rapidité de traitement du dossier. Donc oui, saisissez-les puis ces dossiers-là, puis en utilisant une police d'assurance titre qui est quand même peu coûteuse en refinancement. Là, on parle d'un 100 $ plus taxes pour les dossiers jusqu'à 750 000. Ça peut être intéressant également là, d'accélérer le traitement puis de pouvoir saisir cette opportunité-là. Merci Geoffroy d'être venu Merci à toi, mon cher. Nous réexpliquer des concepts, de remettre un petit peu à l'avant-plan l'assurance titre puis d'abolir des fausses croyances. Je pense que c'est important. Ça me fait plaisir. Puis, merci d'être un partenaire PME Internotaire depuis nombreuses années. Donc, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup, Tommy. Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est toute de l'information qui se retrouve sur notre site web. Allez-y, allez vous promener dessus. Vous allez avoir des exemples de réclamation, des résumés de couverture. Puis si jamais ça vous tente de nous appeler pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci.